Je vais faire ce petit road trip, un petit peu plus de 1000 km aller-retour en direction de la Suisse avec ce modèle qui est à côté de moi. C'est le Mercedes EQA 250+. Alors, quelques petits chiffres techniques pour commencer. C'est une version qui fait 190 chevaux. Sa batterie fait 70,2 kWh de capacité nette et son autonomie est annoncée à 556 km en cycle mixte WLTP. Alors bien sûr, on va y aller par l'autoroute, on ne les fera pas ces 556 km, c'est évident, mais on va voir comment se comporte cette EQA par température assez basse. Est-ce qu'il va falloir charger plus souvent? Est-ce que ça va être plus long? Combien de temps on va perdre? Je vais vous raconter tout ça. Je suis au départ ici de Paris pour ce road trip. Je vous retrouve sur la route, puis ensuite à Genève. Et en partant, donc en faisant un petit peu de la zone urbaine autour de Paris, des autoroutes à 90-110 km/h, à noter que je suis resté dans une consommation moyenne aux alentours des 20 kWh, 19,8, 19,9, 20 kWh, avant de m'engager sur l'autoroute A6. Et là, évidemment, la consommation est plus importante. Alors on se cale à 130 km/h aux vitesses maximales théoriques. J'ai fait 185 km depuis le départ. Et depuis la remise à zéro que j'ai faite sur l'autoroute, je suis à 23,1 kWh de consommation, sachant quand même, je vous le précise, qu'il y a eu de la circulation, que j'ai pas tout le temps roulé à 130, donc peut-être que ça va augmenter un petit peu. Petit focus maintenant sur le planificateur de trajet qui est intégré au système de navigation de cette Mercedes. Les planificateurs de trajet, c'est hyper important quand on est en voiture électrique parce que ça permet de se décharger un petit peu de la planification de son trajet, de savoir quand est-ce qu'on va s'arrêter. On n'a pas besoin d'avoir son téléphone sous les yeux ou d'avoir des applications tierces. Il tient compte dynamiquement de la consommation moyenne de la voiture, de la température, des conditions de circulation. La voiture m'avait prévu un premier arrêt recharge sur une aire, mais j'arrivais avec 49% de batterie et ça m'a semblé quand même étonnant d'arriver avec 49% de batterie avec quand même beaucoup d'autonomie restante. Donc moi j'ai décidé de zapper cet arrêt et évidemment le système a recalculé pour me dire où serait le prochain arrêt. Mais voilà, j'ai trouvé ça étonnant de planifier ce premier arrêt avec encore la moitié de la batterie, parce que ça a des impacts aussi sur la vitesse de recharge, c'est-à-dire plus on arrive avec une batterie remplie, moins la vitesse de recharge va être élevée. Donc il vaut mieux continuer à rouler, vider la batterie un petit peu plus et arriver entre 10 et 20%, ça c'est selon votre niveau de stress. Et quand on arrive dans ces capacités de batterie là restantes, on a des vitesses de charge qui sont bien plus élevées au départ, d'autant que quand on utilise le planificateur de trajet, la voiture préchauffe la batterie pour qu'elle soit dans des conditions optimales pour la recharge, c'est-à-dire qu'elle recharge le plus rapidement possible. Et à rouler, qu'est-ce que ça donne cette EQA? C'est assez confortable, je dois le reconnaître, au niveau des suspensions, que ce soit en zone urbaine d'ailleurs, sur les dodanes, les chaussées un peu défoncées parisiennes et autour de Paris. Et sur autoroute, c'est confortable également au niveau de la suspension. Les bruits de roulement sont très bien filtrés au niveau du châssis. On a quelques bruits d'air quand même à vitesse autoroutière à 130 km/h. Ça s'entend au niveau du pare-brise, un petit peu des rétroviseurs, mais c'est pas méchant sincèrement. Et on n'a aucun bruit électrique en provenance de la machine électrique du moteur et de tous les systèmes. Donc ça c'est pas mal. Après on est assis dans des sièges qui sont confortables également. Là on est dans une finition haut de gamme, sur le QA c'est la MG Line. Donc on a des sièges spécifiques qui sont en simili-cuir et Alcantara. Ils sont bien, ils sont franchement sympas, ils sont réglables dans tous les sens. On trouve facilement une bonne position de conduite. On a en face de soi la double dalle numérique qui est classique de l'EQA, qu'on retrouve aussi dans la classe A et dans d'autres modèles de Mercedes, qui est très lisible avec une définition qui est extrêmement fine, ça c'est bien. On a des aides à la conduite qui sont présentes,
pas complètement envahissante. On a toujours cette nouveauté, hein, c'est l'alerte de survitesse qui donne qu'une seule envie, c'est de la désactiver immédiatement. Et ça, Mercedes a eu la bonne idée de mettre des raccourcis en matière de conduite pure. Alors on a 190 chevaux hein, sous la pédale de droite, un couple assez élevé, 385 Nm, et franchement au niveau des performances c'est assez étonnant, hein. Il a du punch cette QA 250+, et on a au niveau de la récupération, on a plusieurs niveaux de récupération qu'on choisit avec des palettes au volant. Il y a du moins, il y a du plus, et il y a 3 niveaux, mais par contre ça n'est pas non plus une one pedal, c'est-à-dire que ça ne te permet pas d'arrêter totalement la voiture. Il faut pour cela utiliser quand même la pédale de frein. Eh bien, je m'approche maintenant de mon premier arrêt recharge sur l'autoroute A6, aire de la Chaponne, où je vais arriver avec normalement 18% de batterie. Le planificateur indique un arrêt où je devrais repartir avec 63% de batterie. Je verrai si j'en remets un petit peu plus. Un arrêt qui devrait durer 23 minutes. Petit point sur la consommation autoroutière, c'est monté un petit peu. J'ai fait 164 km sur l'autoroute, je suis à 23,8 kWh de consommation moyenne sur ce terrain. Et bien, premier arrêt recharge dans une station sur l'aire de la Chaponne, une station Total Énergie. J'ai branché le QA, je suis arrivé avec effectivement 19% de batterie au final. Là, elle est en train de charger à 99 kW de puissance, ce qui est plutôt pas mal puisqu'elle est donnée à 100 kW maximum pour la recharge. A priori 23 minutes pour arriver jusqu'à 70%. Et ben, je vais aller faire une petite pause, me restaurer un petit peu, boire un peu aussi, et je la laisse biberonner tranquillement. Deuxième section de ce trajet vers Genève, après le premier arrêt recharge, où finalement le temps de déjeuner, écoutez, j'ai récupéré la voiture avec 100% de batterie. Voilà, c'était suffisant pour récupérer la totalité de la capacité. Et cette deuxième section, mon planificateur me dit que je vais m'arrêter à 44% de batterie, et ça me surprend encore, parce que normalement on pourrait pousser plus loin. Est-ce que c'est parce que j'ai défini un pourcentage de batterie à l'arrivée d'au moins 20%? Alors peut-être qu'il me dit qu'il faut s'arrêter avant, recharger moins longtemps, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu surprenant. Je pense que je vais pousser un petit peu plus loin sur l'arrêt recharge. Sinon, il faut que je vous parle de la conduite autonome de niveau 2. Là, j'ai activé le système. Voilà. Alors évidemment, il faut remettre les mains sur le volant régulièrement, mais c'est plutôt bien étudié par Mercedes. La voiture ne rebondit pas trop entre les lignes, même si c'est un petit peu le cas. Et puis que dire de l'ambiance à bord de ce SUV? Eh bien, globalement, c'est très moderne. La qualité des matériaux est vraiment excellente. Les assemblages, c'est pareil, c'est excellent. Et je vais vous faire part d'une réflexion d'une de mes amies quand je l'ai faite monter dans cette voiture. C'était la nuit, donc il y avait l'éclairage d'ambiance qui était allumé. Elle me dit: oh là là, dis donc, j'ai l'impression de monter dans un vaisseau spatial. Le dessin est moderne, on a, je l'ai dit, les 2 écrans numériques en face de soi. On a quand même des touches de raccourci pour accéder à la climatisation et à la température, et ça, c'est bien de les avoir. Enfin, je termine avec l'ergonomie. Alors, l'ergonomie est plutôt bonne pour le poste de conduite en lui-même. Par contre, on a sur le volant des touches tactiles qui ne sont pas forcément faciles à appréhender, et on peut parfois les toucher sans le faire exprès. Et le système multimédia, lui, est tellement bardé d'équipements, bardé de fonctionnalités, qu'il faut vraiment un manuel d'utilisation. Il faut en tout cas prendre du temps pour s'habituer à toutes ces fonctionnalités, savoir les faire fonctionner. Eh bien, me voici à mon deuxième arrêt recharge. J'ai sauté un arrêt qui m'était conseillé par, encore une fois, le planificateur de trajet, parce qu'il m'a arrêté à 44% de batterie, ce qui semble dommage. Donc j'ai été plus loin et je suis arrivé sur cette aire avec 11% de batterie, ce qui reste tout à fait correct. C'est pas stressant non plus. Et donc là, je suis chargé. Je vais charger un petit peu plus longtemps que ce que le planificateur me conseille, parce que lui il me dit une toute petite charge de 14 minutes
mais c'est pour arriver à destination avec 20% de batterie. J'aimerais quand même avoir un petit peu plus de batterie à destination, donc je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps. Je pense que je vais charger jusqu'à 80% pour garder des performances de charge et des vitesses de charge assez élevées. Et puis ensuite, je repars. Eh bien, me voici arrivé à destination, à quelques kilomètres de Genève. En tout cas, donc, ce EQA a parcouru donc 560 km en 5h36 en s'arrêtant 2 fois. Une fois 1 heure à l'heure du déjeuner, ce qui a permis de récupérer 100% de batterie. Un deuxième arrêt recharge de 35 minutes environ pour récupérer 95% de batterie. Cette EQA charge à une courbe de charge qui est assez intéressante. Elle ne baisse pas trop en fin de charge, ce qui permet de rester branché, de gagner pas mal d'électrons sans perdre trop de temps. Et ça m'a permis d'arriver à destination avec encore 80% de batterie. Consommation moyenne sur autoroute, 24 kWh au 100 km. Ensuite, sur les petites routes, quand on est sorti de l'autoroute, consommation moyenne aux alentours de 16 kWh. Je vous laisse faire le calcul. Avec une batterie de 70 kWh de capacité, ça permet sur autoroute de faire un petit peu moins de 300 km. Et sur petite route, plutôt 440-450 km. Alors on est loin de l'autonomie qui est annoncée en cycle WLTP, mais c'est déjà suffisamment acceptable. Cette EQA n'est pas extrêmement glouton par rapport au fait que c'est un SUV qui fait quand même plus de 2 tonnes. Donc finalement, plutôt une belle surprise. Vous l'aurez compris, j'étais heureux d'être arrivé à destination sans avoir connu aucun souci sur le trajet. Mais la suite des événements n'a pas été aussi heureuse. Voulant reprendre ma monture pour aller dîner en ville, il a été à ma grande surprise strictement impossible de la faire repartir. Au tableau de bord, 2 messages d'alerte, l'un concernant la batterie, l'autre tout aussi inquiétant, affirmant que le remorquage était interdit. J'ai tenté, avec l'aide d'un voisin qui m'a prêté des outils, de débrancher la batterie 12 volts pour réinitialiser le système. Mais rien n'y a fait. Il a fallu appeler l'assistance Mercedes. Inquiet du message remorquage impossible, je pensais que le dépanneur aurait du mal à mettre la boîte automatique en neutre et à débloquer le frein à main, ce que je n'avais pas réussi à faire. Mais l'homme de l'art semblait au fait des astuces pour arriver à ses fins et a réussi à tout déverrouiller. Il ne me restait plus qu'à dire tristement au revoir à ma monture, et j'ai fait le trajet retour sur Paris avec Pierre-Olivier Marie et sa Volkswagen ID.7. Alors bien sûr, un problème sur une voiture neuve, ça arrive. L'assistance a bien fait son travail, m'ayant même proposé un véhicule de remplacement. Mais un propriétaire qui a mis 65 000 € sur la table serait légitimement agacé de se retrouver en panne avec une auto affichant 1300 km au compteur seulement. D'autant que quelques jours plus tard, la marque à l'étoile m'a fourni l'explication du problème. La batterie s'était mise en sécurité pour une raison inconnue, un peu comme un compteur de maison qui disjoncte. Il n'a fallu que 3 minutes au concessionnaire avec sa valise de diagnostic pour relancer l'auto, chose impossible à faire soi-même. Rageant, vous en conviendrez.